Et si le cœur même de la démocratie était retiré, sans bruit, sans protestation, qui le remarquerait et que perdrait-on au juste? Imaginez un instant. Une institution clé, qui façonne la vie politique d'un pays, disparaît dans l'indifférence quasi totale. Ce n'est pas une scène de film, mais bien la réalité vécue par le Burkina Faso. Un après-midi apparemment banal, dans une salle presque déserte, un vote discret a suffi. La commission électorale indépendante du Burkina Faso a cessé d'exister. Pas de tumulte, pas de cris, même pas une brève en première page, seulement une phrase lue à la télévision, puis le silence total. C'est ici que débute notre histoire. Une histoire qui, loin d'être singulière, fait écho à d'autres moments cruciaux de l'histoire, où la disparition d'une institution a bouleversé l'ordre établi. Rappelons-nous par exemple la dissolution du Conseil des 500 sous le Directoire en France, ou encore la fermeture du Parlement russe en 1993. Chaque fois, ces actes en apparence mineurs ont redéfini la nature même du pouvoir. Pourtant, cette commission était tout sauf un simple organe bureaucratique. Depuis plus de 2 décennies, elle était le passage obligé de toute ambition politique. Nul président, nul parti, nulle victoire n'existait sans son aval. Elle filtrait la légitimité, bien plus sûrement que n'importe quelle force armée. Le pouvoir d'un tampon, d'une signature, d'une validation administrative, pesait plus lourd que l'acclamation populaire. Du jour au lendemain, elle a disparu. Sans justification, sans drame. Comme si sa mission n'avait plus aucune valeur. Mais pourquoi ce silence général? Peut-être parce que son fonctionnement restait caché, enveloppé dans des mots de neutralité et de démocratie. Ce silence, cette absence de réaction, rappelle des situations vécues ailleurs. Pensons à l'Italie fasciste, où les institutions démocratiques furent progressivement vidées de leur substance sans provoquer de soulèvement immédiat. Le vrai danger, ici, c'est la banalisation de la dépossession du pouvoir citoyen. Sa disparition bouleverse pourtant l'équilibre du pouvoir. Car elle ne faisait pas qu'organiser des scrutins. Elle décidait qui avait le droit de parler au nom du peuple, qui pouvait compter, qui pouvait espérer gagner, et qui devait rester dans l'ombre. Privé de cette instance, le système politique perd la garantie même de son existence officielle. Prenons un exemple concret. Lors des élections de 2015, plusieurs partis d'opposition avaient vu leur candidature invalidée par la Commission, souvent pour des motifs techniques. Ces exclusions, rarement débattues publiquement, décidaient en réalité du résultat avant même le vote. Ce qui se joue ici dépasse largement la technique du vote. Ignorer ce tournant, c'est risquer de ne pas voir comment le pouvoir se construit, se transmet, se légitime. C'est abandonner, sans s'en rendre compte, la maîtrise de notre destin politique. Mais pourquoi avoir changé cela? Et pourquoi maintenant? Que signifie vraiment la dissolution de cette commission? Et quel futur prépare-t-elle pour le Burkina Faso? Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir à la naissance même de la commission. Pourquoi a-t-elle été créée et au nom de qui décidait-elle? Pendant plus de 20 années, une institution décidait en silence qui avait le droit d'exister sur la scène politique. La commission électorale du Burkina Faso n'était pas un simple rouage administratif. Elle tissait, dans l'ombre, la trame même de la réalité politique. Son influence, rarement évoquée publiquement, était immense. Au centre de son pouvoir, elle contrôlait les listes électorales. Qui était reconnu citoyen? Qui pouvait déposer un bulletin? Si votre nom était absent de ces registres, vous n'existiez pas politiquement. La première carte d'identité, la seule qui comptait vraiment, était celle qu'elle délivrait. Mais cela n'était qu'un début. C'est la commission qui dessinait les circonscriptions, déterminant quelles régions compteraient davantage, qui seraient marginalisées ou mises en avant. Derrière des portes closes, les frontières électorales étaient tracées, scellant le sort de chaque élection avant même le premier vote. Prenons le cas d'un village du nord du pays. Lors du redécoupage de 2010, sa population avait doublé, mais son poids électoral était resté inchangé. À l'inverse, certaines zones urbaines, pourtant moins peuplées, bénéficièrent de représentants supplémentaires. Cette géopolitique discrète, orchestrée par la Commission,
façonnait le paysage politique plus sûrement que n'importe quel programme électoral. Chaque candidature passait par son tamis. Dossiers acceptés ou rejetés, partis validés ou rayés. Sans son accord, nulle chance d'entrer dans la compétition. Des meneurs populaires, acclamés dans la rue, restaient parfois invisibles dans les urnes officielles. D'autres, inconnus du grand public, obtenèrent leur place par la seule bénédiction discrète de la commission. Souvenons-nous de l'épisode de 2012, lorsque plusieurs mouvements citoyens avaient tenté de présenter des candidats indépendants. Ils se virent opposer des obstacles administratifs insurmontables, formulaires introuvables, délais soudainement écourtés, exigences de parrainage impossibles à remplir. Résultat, ces voix furent étouffées avant d'avoir pu émerger. C'était également elles qui validaient les résultats. Un tampon, quelques signatures et des piles de bulletins devenaient des certitudes légales. Sans cette validation, un triomphe électoral ne valait rien. La victoire dépendait moins des suffrages que de l'aval administratif de l'institution. À titre d'illustration, lors de la présidentielle de 2005, les rumeurs de fraude avaient enflé. Pourtant, une fois le procès-verbal signé par la commission, toute contestation devenait vaine. La rue grondait, mais la légalité était scellée. Ainsi, le vrai pouvoir ne se transmettait pas par la force ou la popularité, mais par l'approbation silencieuse de cette commission. Peu importèrent le nombre de partisans ou la puissance d'un chef. Sans son feu vert, impossible d'être légitime. L'état de droit se réduisait à une salle fermée et à des registres verrouillés. On louait son indépendance, on affirmait sa neutralité. Mais cette neutralité affichée cachait sa véritable mission, fabriquer la légitimité. Ce n'était pas le peuple qui décidait, c'était la commission qui octroyait le droit d'exister politiquement. Saisir ce mécanisme, c'est comprendre où résidait le pouvoir, entre les mains de quelques gestionnaires capables de faire exister ou disparaître n'importe quel acteur politique. Fermer les yeux sur cette réalité, c'était accepter que le peuple soit relégué au second plan, privé de son droit essentiel de choisir son avenir. Mais ce système n'était pas né d'un hasard. Il répondait à des logiques extérieures, imposées au nom de la démocratie internationale. Sa dissolution allait bouleverser bien plus qu'un organigramme administratif. Si un verdict ne change rien dans la vie quotidienne, à quoi sert le rituel démocratique? Cette question tourmente le Burkina Faso depuis la dissolution de la commission électorale indépendante. Ce n'est pas un simple ajustement bureaucratique, c'est la chute soudaine d'un décor façonné pour rassurer l'extérieur, mais sans racines profondes dans le pays. La commission électorale n'a pas émergé d'un besoin populaire. Elle fut imposée au début des années 2000 lors d'une vague de réformes dictées par bailleurs et consultants étrangers. Son mandat, sa structure, ses règles, tout venait de modèles occidentaux, censés assurer transparence et impartialité. Mais qui jugeait cette transparence? Des observateurs internationaux, rarement les citoyens eux-mêmes. À chaque élection, la scène était la même. Urnes inspectées, cartes d'électeurs distribuées, longues files filmées pour la galerie. Puis venait la proclamation solennelle. Élections libres et transparentes, approuvées par l'Union européenne ou les Nations unies. Mais, au matin suivant, rien ne bougeait pour la majorité. La pauvreté, toujours là. L'insécurité, souvent pire. L'emprise étrangère persistait, sur le sol comme dans les décisions. Prenons la présidentielle de 2017. Des centaines d'observateurs venus de l'Union africaine et de l'Union européenne ont supervisé les opérations. Pourtant, dans les villages reculés, beaucoup n'avaient pas reçu leur carte d'électeur, et d'autres avaient vu les bureaux fermés avant la fin de la file. Officiellement, tout était régulier. Pour la jeunesse, cette commission n'était qu'une mascarade. Les visages changeaient, les discours aussi, mais la machine restait la même. D'anciennes élites, héritées de la colonisation, conservaient l'essentiel du pouvoir. Les élections servaient surtout à obtenir le tampon des puissances étrangères. Pour les citoyens, le sentiment d'être entendu s'effilochait d'année en année. Le plus frappant, c'est le silence qui a suivi la dissolution. Pas de marche massive, presque aucun cri d'alarme. Ni dans les rues, ni sur les réseaux sociaux.
comme si la population avait compris, depuis longtemps, que cette institution importée n'était qu'un théâtre. L'indifférence exprimait une désillusion profonde. La conviction que ces mécanismes venus d'ailleurs ne régleraient jamais les maux du pays. Le vrai péril serait de continuer à croire à ces procédures creuses. Quand on collectionne les symboles démocratiques sans enraciner leur sens, on laisse la notion de souveraineté s'éroder, année après année, jusqu'à la disparition complète. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que l'avenir d'un organe électoral. C'est la possibilité, pour tout un peuple, de reprendre en main son destin collectif. Dans ce vide, le capitaine Traoré ose un pari inédit, réunir pouvoir administratif et pouvoir politique. Mais concrètement, qu'est-ce que cela peut changer, demain, pour la population burkinabé? Pour comprendre le bouleversement en cours, il faut observer comment ce nouveau régime entend répondre, enfin, aux urgences du quotidien. S'agit-il d'une rupture réelle ou d'une nouvelle illusion? Quand la frontière entre l'État et le pouvoir politique s'efface, qui veille à l'équilibre? Cette interrogation, aujourd'hui, pèse sur tout le Burkina Faso. Depuis la disparition de la commission électorale indépendante, c'est le ministère de l'administration territoriale qui détient les rênes, identité des citoyens, sécurité, réseaux locaux et, fait inédit, la légitimation même du pouvoir. Autrefois, une instance autonome permettait de vérifier, contester ou valider les résultats électoraux. Désormais, ce garde-fou a disparu. Le ministère, loin d'être arbitre neutre, s'érige en juge unique. C'est lui qui détermine qui peut accéder au pouvoir et selon quelles règles. La légitimité, autrefois déléguée, est désormais confisquée par l'appareil d'État. Ce basculement change la donne. Le pouvoir n'avance plus masqué derrière des institutions soi-disant impartiales. Il s'expose, s'assume, mais se concentre dangereusement, sans contrepoids extérieur. Cette centralisation inquiète nombre d'observateurs, car elle efface les ultimes espaces de régulation indépendante. Pourtant, chez beaucoup de jeunes, l'impartialité affichée n'est plus crédible. Ils réclament la vérité, même crue, plutôt que des procédures faites pour rassurer l'étranger. Pour illustrer ce risque, rappelons le cas du Zimbabwe en 2008, où l'administration gouvernementale avait pris le contrôle total du processus électoral. Les résultats furent contestés, la violence éclata et la crédibilité de l'État s'effondra durablement. Le Burkina Faso peut-il éviter ce piège? L'époque où l'on attendait des bulletins certifiés est révolue. Ce que la société burkinabé exige aujourd'hui, ce sont des résultats concrets. Sécurité palpable, emploi véritable, routes ouvertes, écoles vivantes. La légitimité ne viendra plus du sceau d'un organisme international, mais du soulagement quotidien ressenti dans chaque foyer. Si l'État concentre le pouvoir, il concentre aussi les attentes et le poids de la responsabilité. Mais si cette responsabilité n'est pas traduite en amélioration réelle, la légitimité sociale du régime s'effritera plus vite que n'importe quel putsch. À l'inverse, si la fusion du politique et de l'administratif réussit à transformer le pays, alors, pour la première fois, le Burkina Faso pourrait tracer une voie nouvelle. Un modèle où la démocratie ne s'appuie plus sur la conformité vide, mais sur la performance visible et ressentie par tous. Prenons un exemple imaginaire. Supposons que dans 6 mois, le gouvernement parvienne à rouvrir toutes les écoles fermées dans les zones rurales à cause de l'insécurité. Pour les familles concernées, la légitimité du pouvoir ne sera plus une abstraction. Elle se mesurera à la possibilité pour leurs enfants d'étudier de nouveau. Le choix n'a jamais été aussi tranché. Pour des millions de Burkinabés, il s'agit de rester prisonniers de procédures qui n'apportent rien, ou de miser sur une efficacité radicale, quitte à bouleverser tous les repères hérités. Reste à voir si cette nouvelle équation du pouvoir tiendra ses promesses, ou si elle conduira à de nouveaux périls. La suite dépendra des actes, non des discours. Quand la démocratie n'est plus un test imposé par l'extérieur, que devient-elle à l'intérieur? Cette inversion de regard force à affronter l'essentiel. Au Burkina Faso, la dissolution de la commission électorale fut bien plus qu'un acte administratif. C'était une rupture nette avec un système où la légitimité reposait sur l'approbation d'observateurs étrangers. Désormais,
La légitimité ne se donne plus à travers des certifications internationales. Elle se gagne par la capacité à rétablir la sécurité, à assurer la souveraineté, à offrir des perspectives réelles de prospérité. Le pouvoir n'est validé que s'il répond concrètement aux attentes du peuple, et non s'il respecte des procédures venues d'ailleurs. Dans cette nouvelle logique, la forme même des élections évolue. Elles ne sont plus le passage obligé pour recevoir un brevet de respectabilité. Elles deviennent un moment de confrontation. Par leur vote ou leur silence, les citoyens approuvent ou rejettent leurs dirigeants. L'essentiel n'est plus la conformité au protocole, mais la réalité vécue chaque jour. Pour donner chair à cette idée, rappelons l'exemple du Ghana dans les années 90. La légitimité du gouvernement avait été contestée non sur la base du respect des procédures, mais sur la capacité à améliorer la vie quotidienne. Lorsque les transports publics furent relancés, lorsque l'accès à l'eau potable fut étendu, la confiance populaire revint, bien plus qu'après n'importe quelle certification électorale étrangère. La responsabilité politique cesse d'être une échéance figée tous les 5 ans. Elle devient un devoir permanent, un contrôle au quotidien. L'incapacité à transformer la vie réelle ne peut plus se dissimuler derrière le vernis démocratique ou le prestige des institutions. Chaque jour, le pouvoir doit prouver son utilité. Ce modèle interroge toute l'Afrique. Sur quelle base voulons-nous fonder notre démocratie? Sur l'alignement à des normes extérieures ou sur la capacité à surmonter nos propres défis, garantir la sécurité, créer des emplois, redonner la dignité? Il ne suffit plus de copier les formes. Il faut inventer un système où la performance prime sur le rituel. Les citoyens ne cherchent plus une démocratie sacrée, régie par des institutions intouchables. Ils exigent des résultats. Ils veulent des promesses tenues, un avenir plus sûr, une souveraineté ressentie dans leur quotidien. Pour eux, la démocratie ne peut plus être un décor, mais doit devenir un instrument de transformation réelle. Mais ce choix a un prix. Accepter que le pouvoir soit jugé sans relâche sur ses résultats, c'est renoncer au confort des routines politiques. C'est risquer l'instabilité, mais aussi ouvrir la voie à une reprise en main authentique du destin collectif. Refuser ce modèle, c'est s'enfermer dans une démocratie de façade, où pauvreté et insécurité prospèrent derrière les apparences. Finalement, l'alternative n'est plus entre dictature et démocratie, mais entre l'apparence et la substance. Le Burkina Faso pose la question: voulons-nous reconstruire le contrat social sur des symboles vides ou sur des résultats concrets qui redonnent du sens à l'engagement citoyen? Mais cette transformation, aussi nécessaire soit-elle, ouvre de nouveaux risques et des incertitudes profondes. Quels garde-fous protégeront la souveraineté retrouvée contre de nouveaux abus? Dans l'histoire, de nombreux pays ayant supprimé des contre-pouvoirs administratifs ont vu surgir des dérives autoritaires, la Hongrie de l'entre-deux-guerres, l'Égypte post-2013 ou encore la Russie du début du XXIe siècle. Le Burkina Faso devra inventer ses propres mécanismes de contrôle populaire, sous peine de voir le pouvoir se refermer sur lui-même. Des solutions concrètes existent pourtant. La création de comités citoyens locaux, la diffusion en direct des délibérations administratives, l'ouverture de plateformes anonymes pour signaler les abus. Autant de leviers pour maintenir une vigilance collective, sans revenir aux modèles étrangers rejetés. Et vous, face à ce carrefour, que choisiriez-vous? La liberté factice ou la souveraineté concrète? Ce dilemme n'est pas théorique. Il façonne le quotidien de millions de femmes et d'hommes, aujourd'hui et demain. Le Burkina Faso a choisi de rompre avec l'ordre établi, non pas par nostalgie ni par ambition, mais par nécessité. Il fallait inventer un avenir où la légitimité ne dépend plus de l'étranger, mais se construit ici, dans chaque village, chaque quartier, chaque décision qui change la vie. La dissolution de la commission électorale indépendante est un pari risqué, il faut le reconnaître. Toute transformation profonde dérange, inquiète, divise. Mais faut-il persister dans des procédures qui n'ont jamais apporté la souveraineté promise, ou oser l'inconnu afin de répondre enfin aux besoins essentiels? Au-delà des structures administratives, c'est la capacité d'un peuple à affirmer « Nous décidons de notre destin ». C'est le droit de refuser les solutions importées,
les modèles imposés et d'exiger des résultats visibles: sécurité, prospérité, dignité. Allons-nous rester prisonniers de systèmes qui font de la démocratie un rituel sans effet, alors que l'insécurité et la pauvreté gagnent du terrain? Ou bien choisirons-nous de réinventer les règles, d'établir une souveraineté qui ne réclame plus de validation extérieure? Ce qui se joue ici dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est tout l'avenir du continent africain qui est en question. Continuer à jouer selon des règles étrangères et voir la voix des citoyens étouffée, ou bien inventer nos propres repères, nos propres exigences. Pour que la politique serve enfin ceux qui en ont le plus besoin et non ceux qui ont le plus d'influence. La question vous concerne, vous aussi. Que préférez-vous? La sécurité du connu, même stérile, ou le risque nécessaire pour bâtir un véritable pouvoir populaire? Le geste du Burkina Faso invite chacun à réfléchir, à interroger ses propres institutions, à refuser que la souveraineté ne soit qu'un mot creux. Car la vraie transformation ne naît presque jamais des discours officiels. Elle surgit quand des peuples, même isolés, décident de bousculer ce que d'autres croyaient inchangeable. Avant de conclure, prenons le temps de réfléchir à quelques pistes d'action concrètes qui pourraient accompagner cette transformation. Organiser des assemblées populaires régulières, où les citoyens peuvent poser directement leurs questions aux responsables locaux. Mettre en place des budgets participatifs, permettant à chaque quartier ou village de décider de l'affectation d'une partie des ressources publiques. Créer des médias communautaires indépendants pour surveiller et relayer les décisions du pouvoir. Encourager la formation de groupes de veille citoyenne capables de documenter et de dénoncer les abus. Lancer des campagnes d'alphabétisation politique afin que chaque citoyen puisse comprendre les enjeux et exercer un contrôle éclairé sur les institutions. Ces mesures, déjà expérimentées avec succès dans des pays comme le Brésil ou la Tunisie, pourraient inspirer le Burkina Faso dans sa quête d'une souveraineté authentique. Partagez votre avis en commentaire. Le débat commence à peine, et c'est ensemble que nous pourrons en mesurer l'ampleur. Et surtout, souvenez-vous, la démocratie n'est jamais acquise. Elle se construit chaque jour, dans le silence ou dans le tumulte, à travers